Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le grand débrief de cette course qui a résisté malgré le coronavirus jusqu'à l'avant-dernière journée. C'était Paris-Nice 2020, une course avec une atmosphère assez complexe. D'un côté pour les coureurs l'envie de courir et puis de l'autre le coronavirus. L'activité en France qui devient de moins en moins importante au fil des jours et puis simplement 136 coureurs avec beaucoup d'équipes de leaders qui ne sont pas venus, que ça soit Ineos par exemple, que ça soit Jumbo-Visma, et puis d'autres qui ont quitté la course en cours de route, comme par exemple Bahreïn McLaren, ou des coureurs qui ont dû rentrer, comme TJ Van Garderen, par exemple, en plein milieu de la course à cause des mesures de Donald Trump. Au final, et puis les conditions de course ces premiers jours qui ont été difficiles, il faut le rappeler, avec la pluie, avec la chute, par exemple, de Sam Bennett à la Châtre. Donc ils sont partis 136 et ils ne finirent que 61, ce qui est assez faible pour un Paris-Nice. Moi, je me souviens que l'année de Tony Martin, je crois qu'il y avait eu 40 ou 45 coureurs qui avaient seulement fini parce que ça avait été une hécatombe. Je me souviens, les 2 derniers jours à Nice, il flottait, mais alors, il faisait 3 degrés. C'était des conditions qui étaient atroces. Je me souviens d'un Andy Schleck qui avait abandonné parce qu'il y avait l'étape du samedi était en circuit. Je me souviens, il y avait un circuit, il y avait 3 tours à faire. Victoire de Rémi Di Gregorio ce jour-là. Je sais pas s'il l'a conservé celle-là, où il avait failli glisser à un moment sur une ligne blanche, une étape de malade. Il y avait eu la moitié du peloton avait abandonné dès le premier passage sur la ligne. Et je me souviens que le lendemain, oui, il y avait un tout petit peloton. Et il y avait Thomas Vauclair qui avait tenté un coup de loin. Je sais pas si c'était même pas imposé Thomas Vauclair sous la flotte ou c'était Jérémy Roy, je sais plus. Il y avait une grosse attaque dans le final. Mais ça a été un coronavirus où ça nous a permis également de voir comment l'attitude a changé en France, un petit peu comme le peloton de ce Paris-Nice, c'est-à-dire un peloton qui au départ était ne s'intéressait pas trop, il faut le dire, au coronavirus, qui croyait que c'était une grosse grippe, et puis à la fin où je crois que les coureurs avaient vraiment pris conscience des conséquences, déjà quand il y a eu le huis clos, mais également sur le reste de la course, et il y a eu vraiment un discours qui était totalement différent entre les coureurs le dimanche et les coureurs, que ça soit le vendredi ou le samedi, où le discours était totalement différent dans beaucoup d'équipes, même si par exemple chez AG2R, moi ça m'a choqué, j'y reviendrai sur le cas du cyclisme et du coronavirus, parce que je pense qu'au niveau du calendrier, il y aura beaucoup de choses à dire, mais des paroles de Vincent Lavenu vendredi soir dans l'équipe d'Estelle, sur la chaîne L'équipe, qui a dit grosso modo on prenait trop de précautions avec ce virus-là. Non, je crois que quand on a un virus qui tue quand même énormément. En Italie, on est à plus de 1800 morts quand même aujourd'hui. Et encore, le bilan va tomber à 15h. Là, il est 14h20, donc le bilan va certainement changer le temps que je fasse cette vidéo. Mais en France, on a aussi beaucoup de morts. Donc je trouvais que pour un directeur d'équipe, ça a été également les propos de Jean-Michel Aulas également qui m'ont choqué pas mal. Il s'intéresse à savoir comment le calendrier va être changé. Le calendrier va être forcément changé, mais je crois que c'était pas le moment de polémiquer à ce moment-là, et son objectif quand il a dit ces propos-là, c'était de polémiquer. On connaît Jean-Michel Aulas, comment il fonctionne, et donc là dans le cas de Vincent Lavenu, j'étais assez déçu de sa manière de dire que l'annulation du Giro, est-ce que c'est pas trop tôt, non, il fallait le faire, il faut des mesures fortes aujourd'hui. Je pense que certains Français, dont Vincent Lavenu, ne l'avaient pas encore compris vendredi. Mais tout de suite, on va passer donc au bilan des Bleus sur ce Paris-Nice, après cette digression. Du côté des Bleus, ça a été un Paris-Nice, si on prend globalement, là du côté des Bleus, je dis c'est les coureurs vraiment français, je m'intéresse pas à Quintana, je m'intéresse pas aux coureurs étrangers dans des équipes françaises. Je trouve que ça a plutôt été un bon Paris-Nice, alors même s'il n'y a pas de victoire au bout pour les Français, il n'y a pas eu de victoire française sur ce Paris-Nice, mais si on prend les équipes françaises, elles se sont bien comportées, il y a de victoires, mais du côté des coureurs français, moi j'ai bien aimé Nasser Bouhanni du côté du sprint, du côté du général,
et là on s'intéresse au général pour ce grand débrief, eh bien j'ai bien aimé Thibaut Pinot, qui a fait avec la forme du moment, hein, il faut pas se mentir, même je pense qu'il tenait plutôt une bonne forme, mieux que certaines années où il avait des débuts de saison très poussifs. Là c'était un peu mieux. Il a fait une course très intéressante. Il finit 5e du général, voilà, à moins d'une minute, hein, je crois. Hein. Hop là, j'ai plus les écarts. Il finit à 1,24. Il fait un contre-la-montre qui est plutôt intéressant pour cette période de l'année. Il n'y a pas de déception pour moi. Pour Thibaut Pinot, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont interloqués. Pourquoi il bougeait autant sur son vélo lors de ce contre-la-montre? Il pensait qu'il n'était pas bien sur son vélo. Alors moi, je n'avais pas ce sentiment-là. Je pense que c'est surtout qu'il y avait beaucoup de vent et que c'est quand même pas le gabarit le plus costaud au niveau du haut du corps, Thibaut Pinot. Alors peut-être qu'il y avait aussi un souci avec le vélo parce qu'on sait que Thibaut Pinot, je l'avais su, c'est un journaliste de l'équipe qui l'avait dit une fois lors d'un commentaire de course. Je sais plus qui c'était pas Patrick Chasset, hein. Mais c'est le mec de l'équipe qui connaît tout en fait mais je sais pas son nom, qui connaît tout un petit peu sur les coureurs et qui avait dit que Thibaut Pinot a une particularité, c'est d'avoir un fessier qui n'est pas dans la norme et donc il a des selles qui sont quasiment sur mesure. Et peut-être que c'était ça, mais je pense qu'il avait surtout beaucoup de vent et sur un vélo de contre la montre, quand il y a du vent de côté, quand il y a beaucoup de vent, ça rentre dans la roue lenticulaire et le vélo devient assez instable. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il avait du mal à bien piloter son vélo. Sinon, sur toute la semaine, il s'est bien placé sur les bordures. C'est même pas vraiment une catastrophe sur Chalette-sur-Loing. Très clairement, il n'avait pas les jambes pour aller choper le coup d'avant, mais c'était pas un problème vraiment de placement. Il était bien placé, il était en milieu de groupe. C'est juste que quand c'est parti, c'est Sagan qui a décidé d'accélérer, qui a décidé de fermer l'éventail. Et là, si vous n'avez pas les jambes dans ce genre de cas, vous pouvez être le mieux placé au monde. Si vous n'avez pas les jambes, vous pouvez pas faire grand-chose. Et il était mieux placé dans cette bordure qu'un Guillaume Martin, par exemple. Mais voilà, il pouvait pas faire grand-chose. Le premier jour, toujours bien placé, quasiment toujours dans les 2 premiers groupes aussi, sur cette étape-là. Le lendemain également à la Châtre, toujours devant aussi, toujours bien placé pendant toute la semaine. Après, le parcours, c'était pas le parcours non plus qui lui convenait mieux. Quand on résume, surtout le vent a été de 3/4 face lors de l'étape 6 à Apt, donc c'était pas le plus facile pour sortir. L'étape de la Colmiane, il y avait des très bons coureurs et puis je pense que le vent était un peu de face aussi et que tout le monde se regardait un petit peu pour savoir qui allait sortir en premier et surtout il y avait pas l'équipe du leader était pas très forte, aussi il faut quand même le souligner. Après, du côté de Thibaut Pinot, ce qui peut être décevant, c'est qu'il a une très très bonne équipe sur le plat. Par contre, en montagne, il s'est retrouvé quand même assez souvent seul, ce qui est un peu dommage, où il y avait juste Rudy Mollard avec lui, qui a fait une bonne semaine également, Rudy Mollard, qui fait 7e du classement. Mais des fois, il s'est retrouvé un peu seul avec Rudy Mollard. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait d'autres coureurs pour l'aider. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne semaine. Guillaume Martin, également le coureur de la Cofidis. Alors il y a un jour, je l'ai mis en flop, c'était pour le coup pour l'étape de Chalette-sur-Loing avec le coup de bordure, parce que il était plutôt bien placé. Et puis, il était plutôt bien placé toute la journée. Et puis, il y a un moment, il n'arrive pas à faire le jump. Et surtout, c'est au moment où il était le moins bien placé du groupe. Et c'est dommage parce que ça pouvait se sentir, vu les conditions de vent, que ça allait repéter. Parce que je l'avais signalé sur ma présentation de l'étape, qu'il y avait 2 zones avec du vent de côté. Et puis, il y avait une zone avec vent d'eau. Et en fait, ils ont refait le coup de bordure sur une zone où il y avait du vent de côté. Et sur la deuxième zone où il y avait du vent de côté. Et c'est vrai que c'est dommage que Martin était mal placé à ce moment-là. Il a plutôt été bien protégé. Ensuite, au niveau de son week-end, le dernier week-end de course, il a fait plutôt des étapes intéressantes, toujours plutôt bien placé. Il finit 12e, mais en sachant qu'il avait perdu énormément de temps lors de la première étape. Il faut quand même le rappeler qu'il en avait perdu un petit peu lors de la deuxième étape également à Chalette-sur-Loing. Donc il avait un peu souffert sur ces jours-là, mais sinon ça a été plutôt un bon week-end. Et puis je trouvais qu'il avait plutôt des bonnes jambes. Le contre-la-montre, c'est un domaine où il sait qu'il doit travailler encore, Guillaume Martin, parce qu'il a perdu un peu de temps, il faut le signaler. Mais un peu moins que quand il était chez Laventie. Donc je pense que le vélo lui convient mieux, où il y a eu un travail sur la position du coureur de la Cofidis qu'il ne faisait pas quand il était chez Venti. Mais je l'ai trouvé quand même un peu mieux, parce que c'est vrai que les coureurs Venti, on le sait, ils sont vraiment pas bons au niveau du contre-la-montre. Moi je me souviens d'un contre-la-montre par équipe où ils avaient perdu, 5 minutes, 6 minutes, ils étaient limite de délai.
tellement ils avaient perdu de temps ou ça avait été une catastrophe. Donc voilà, du côté de Guillaume Martin, plutôt un bon week-end où il a été à l'offensive également plusieurs fois. Donc ça c'était bien. Et dans la Colmiane par exemple, il finit bien. Il finit bien son Paris-Nice. Après, on sait que son objectif, c'est d'être un gros leader. Donc voilà, on attend mieux. Mais il faut quand même pas négliger également qu'il y a un autre coureur qui a fait une bonne course. C'est Fabien Doubet, le français. On n'en a pas trop parlé pendant toute la semaine. Mais il finit juste devant Guillaume Martin. Voilà, 5,36. Guillaume Martin, il finit à 6,37. Mais voilà, en sachant qu'il a perdu quasiment... Il était à 3,15 au bout de 2 jours de course. Il devait être à 3,40 jeudi. Donc voilà, il a perdu que 3 minutes sur le dernier week-end, face à des coureurs qui ont très bien roulé sur la fin du week-end. Il était, je crois, dans le bon groupe, également dans l'étape 6 à Apt. Donc voilà, plutôt, je trouve, une bonne semaine. Du côté des déceptions, du côté des Français, j'ai mis Romain Bardet. Romain Bardet finit très très loin. Déjà, quand on prend le classement général, il finit 19e à 12 minutes. Donc c'est très 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 loin. Et puis surtout, Romain, j'ai le sentiment que ça progresse pas d'année en année, que ça régresse même. Parce que là, il avait vraiment pas des bonnes jambes. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'était pas en très grande forme ou c'est parce que c'est maintenant son niveau actuel. Oui, j'ai un petit baillou là, mais un petit coup de mou. Mais je dirais qu'il faut, il faut améliorer ça, quoi. Parce que là, Romain Bardet, il fait un chrono où c'est le moins bon des grimpeurs, il faut le dire. Il perd une 1,04, je crois. Il perd 15 secondes sur un Thibaut Pinot. Il fait pas un bon chrono. Il perd quand même quasiment 3 minutes le premier jour sur la chute. Donc là aussi, c'est toujours plus compliqué pour je la gagne. Que le deuxième jour, encore une fois, il n'est pas super bien placé non plus quand il y a le coup qui part devant, alors que il a des bons coureurs avec lui. Et puis, même l'étape 6, il n'est pas excellent. Il faut le dire, il ne nous fait pas une course exceptionnelle sur cette étape 6. Et puis dans la montée vers la Colmiane, je ne l'ai pas senti très bon. Il tente d'attaquer. Il a toujours eu un comportement très offensif. Notre ami Romain Bardet, c'est pas nouveau. Mais il fait une attaque qui n'est pas transcendante non plus. Et puis il craque au bout d'un moment à 6-7 km de l'arrivée. C'est-à-dire encore assez loin du moment où Quintana a attaqué, où les opérations, on va dire, se sont lancées. Ça s'est vraiment fait sur la fin de la course, sur des portions qui n'étaient pas très pentues en plus du côté de Romain Bardet. Donc j'ai peur que son niveau aujourd'hui soit très faible. Et puis on continue avec Julien Alaphilippe. Déception parce que pour moi Julien n'est pas à son niveau auquel il devrait être au mois de mars. Pas par rapport aux années précédentes. Encore une fois, je vous l'ai dit, son objectif c'est de retarder son pic de forme. Mais là j'ai l'impression que son pic de forme arrive quand même très tard. J'ai l'impression qu'il est encore dans une période de méforme assez intense pour Julien Alaphilippe. Et voilà, il va falloir faire attention parce que ça pourrait avoir des conséquences sur les classiques Ardennes si elles ont lieu, mais même sur Paris-Nice, parce qu'on ne sait pas quand la saison va reprendre du côté du cyclisme. Ce qui est presque chanceux pour Bardet à Alaphilippe, qui, je trouve, n'était pas exceptionnel, c'est que c'est presque leur chance, parce que tout le monde va repartir à peu près à égalité quand la saison va redémarrer, et tout le monde sera un peu en méforme. On ne sait pas quand, on ne sait pas si ça sera au moment du Tour de France, mais encore une fois, un Tour de France où tout le monde n'aurait que 10 jours de course, je pense qu'il faudrait peut-être décaler le Tour de France si c'est ce cas-là. Surtout si les Jeux Olympiques n'ont pas lieu, il faudra quand même attendre que les coureurs aient au moins une vingtaine de jours de course dans les pattes chacun, qu'on ait au moins disputé 30-40 jours de course dans la saison, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais Alaphilippe, oui, j'ai trouvé assez décevant, mais encore une fois, je prends en compte que le Paris-Nice. On va passer aux coureurs étrangers très vite. Je fais pas de générique. Au final, je ferai pas de générique pour les Bleus. Au départ, j'avais prévu de faire un générique, puis là, je me dis, ami vidéo, je vois qu'on a déjà un quart d'heure, on fera pas de générique. J'enchaîne avec Charman, qui a été bon pendant toute la semaine. Il gagne
bon, on sent que l'étape de la Colmiane, ça a été difficile avec 18 secondes, mais je dirais que c'est pas son terrain de prédilection, la Colmiane. Même si c'est une côte qui est quand même plutôt roulante, ça reste 40 minutes d'effort, et c'est pas un pur grimpeur, Sharman, quand tu le vois aujourd'hui. Je dirais qu'il n'est pas encore élancé comme les purs grimpeurs. C'est un coureur, tu sens qu'il est un peu plus massif, ce qui l'aide sur le chrono, ça c'est clair et net. Alors après, il a des capacités de grimpeur qui sont naturelles. Et je pense que Sharman, dans les années à venir, je pense que c'est un coureur qui hésitait encore, comme un Bob Jungels, hein, entre les classiques ardennaises et travailler en tant que rouleur, on va dire, puncher et pur grimpeur. Je pense que, enfin, coureur de grand tour, hein, pas un pur grimpeur, coureur de grand tour. Je pense que Sharman, en termes de coureur de grand tour, ça peut le faire. Après, peut-être qu'il se dit que niveau de la récupération, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi. Il a été un peu moins bien à la Colmiane, il faut le dire. Après, c'était pas facile non plus. C'est qu'il avait fait beaucoup d'efforts durant la semaine. Les coups de bordure à Chalette-sur-Loing, il roule sur ces coups de bordure là. Le contre-la-montre, il y va à fond aussi sur le chrono. Sur l'étape numéro 5, quand à un moment il y a à la Philippe Catac et quelques coureurs Catac de la Deconinck, quand il y a le coup avec j'espère Casper Asgreen qui sort, là aussi il est obligé de travailler seul, donc il a dépensé beaucoup d'énergie parce que son équipe était pas exceptionnelle, il faut le dire. Großschartner il finit 9e au général, mais on l'a pas vu de toute la course. Et pourtant, en étant complètement seul, il a réussi à plutôt bien s'en sortir, ce qui est plutôt excellent. Ça, du côté de Sharman. Et puis, j'ai trouvé que voilà, il était très bon sur le chrono. Parce qu'il a très bien roulé. Après, je pense qu'il manque encore un petit peu d'intelligence de course, de stratégie de course, parce que là, on a vu, par exemple, à la Colmiade, je pense qu'il ne fallait pas utiliser Großschartner aussi vite. Je pense également que sur l'étape 5, à un moment, il s'emballe alors qu'il aurait dû attendre que les autres roulent, vraiment appeler ses équipiers à la barre. Et il a vraiment tenté de faire le job seul. Alors heureusement qu'il était au-dessus du lot sur ce Paris-Nice, mais ça ne sera pas toujours le cas. Par exemple, sur un Tour de France, ça ne sera peut-être pas forcément le cas. Et dans ce cas-là, il faut être calme et savoir être rusé tactiquement. On passe à Sergio Higuita, qui est la révélation de ce Paris-Nice, je pense, et de ce début de saison 2020. Il finit 3e, un peu moins en forme à la Colmiane, mais je pense que c'est un souci de récupération pour Higuita, alors qu'il finit plutôt bien à la Colmiane. Hein. Il finit avec Sharman et un peu devant Sharman même, mais il n'arrive pas à dépasser Thibaut Pinot sur le sprint. Il a fait un bon chrono. C'est le meilleur des grimpeurs sur le chrono. Il a un sens du placement qui est excellent. Alors bien aidé par Seb Van Mark aussi, mais il avait que Seb Van Mark pour l'aider. TJ Van Garderen, il n'a pas réussi à faire aussi bien, alors qu'il était dans la même équipe sur les coups de bordure. Et puis, il a toujours été bien placé. Il n'a pas eu peur également du froid. Il s'est très bien adapté au climat frigorifique des premiers jours, ce qui n'est pas toujours simple pour un Colombien. Quand il fait vraiment 3 degrés, 4 degrés, c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas des conditions qu'ils ont toute l'année, les Colombiens, hein, il faut le dire. Certes, en altitude, parfois, il fait pas très chaud. Je sais pas où est né Higuita, hein, s'il est né en altitude ou voilà, au niveau de la mer. Mais ça reste quand même des conditions similaires à ce qu'il est habitué. Le vent, le vent était très très fort aussi. Je suis pas sûr qu'on ait autant de vent en Colombie. Donc il a réussi à s'adapter aux conditions européennes et il a fait une très très bonne course, un très bon chrono, un très bon week-end de course. Voilà, il a été intelligent parce qu'il aurait pu s'enflammer, par exemple lors de l'étape 6, lors de l'étape 5, lors de l'étape 7. Il est plutôt resté très sage. Et ce qui me fait dire qu'il est très mature pour son âge, parce que je rappelle qu'il a que 22 ans. Il ne s'est pas enflammé du tout. Il aurait pu essayer d'attaquer à outrance dans la Colmiane, mais il a tenté de suivre, tout simplement. Et il a toujours essayé de suivre les leaders. Et c'est peut-être en suivant les leaders qu'on apprend le plus quand on est un jeune coureur. On enchaîne avec Richie Porte, du côté des flops. Maintenant, pas grand-chose à dire. Richie Porte, il a servi d'équipier. Mais je pense que c'était pas son objectif premier, surtout quand on part avec le dossard numéro 1 aussi. Hein. Je pense que Nibali lui avait peut-être laissé le dossard numéro 1, mais
Je pense que Porte avait aussi l'objectif de bien performer sur ce Paris-Nice et ça ne s'est pas bien passé du tout. Avec pas de jambes tout simplement les premiers jours, très très mal placé lors de la première étape, mais pendant les 3 premiers jours, très mal placé. Le chrono, il est pas bon non plus, il est très très loin sur le chrono. Et puis heureusement, il y a l'étape de la Colmiane, où il fait un énorme travail avec Kenny Elissonde, mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que Richie Porte est un équipier. Et quand il a été recruté chez Trek, il a été recruté en tant que leader. Mais c'est vrai que ça fait depuis son départ à la Sky qu'il nous a pas montré grand chose. Et même sa dernière année du côté de la Sky, c'était vraiment pas exceptionnel. Il a vu un énorme coup de bambou sur une étape du Tour de France dans les Pyrénées, où il avait perdu 20 minutes, 25 minutes. Donc il avait déjà fait une dernière année chez Sky qui était pas bonne. Mais là, ces 2 années chez BMC, sa deuxième année là chez Trek, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai l'impression d'avoir un équipier. Alors un équipier de luxe, mais j'ai un équipier de Nibali. Alors ça renforce l'équipe pour Nibali. Nibali, elle se retrouve avec une très bonne équipe. Il avait déjà une très très bonne équipe à la Bahreïn, parce que je rappelle que Pozzo Vivo roulait pour lui sur le dernier Giro. Mais là, il a une équipe vraiment solide. S'il a Richie Porte, Bauke Mollema, Kenny Elissonde, il ne faut pas négliger qu'il a demandé. C'est lui qui a demandé à recruter Kenny Elissonde. On le sait que c'est Nibali qui a demandé le recrutement de Kenny Elissonde en tant qu'équipier, parce qu'il avait vu son travail du côté de la Sky. S'il a Ciccone également, on est sûr que la Trek, ça va être du costaud pour l'année prochaine. Et puis autre déception, donc Porte, pour ceux qui veulent savoir combien il a fini, Richie Porte, il a fini tellement loin, il a fini 41e, donc derrière la Danius, derrière Michael Matthews par exemple, derrière Valgren, derrière Pasqualone, et derrière le deuxième coureur, c'est Roman Kreuziger qui a fini 24e. Bon, on l'a pas vu de la semaine. Roman Kreuziger il finit à 18 minutes dans l'indifférence générale, derrière un Niklas Arndt quand même, derrière Aurélien Paré-Peintre aussi, derrière De Gengold. J'ai pas dit, mais De Gengold, il a fait un très très bon Paris-Nice parce qu'il finit 17e, comme Philippe Gilbert qui finit 14e du côté de la Lotto. Je pense qu'ils s'attendaient pas à un classement comme ça les deux. Mais Roman Kreuziger, j'ai peur parce que je me dis, est-ce que c'est pas son niveau, il est pas sur le déclin. Déjà l'année dernière chez Dimension Data, on peut pas dire qu'il a été excellent en tant que coureur par étape. Après au niveau des Ardennais, c'est un peu plus compliqué à dire parce que il était tombé sur la Flèche Wallonne très violemment, mais il n'avait pas fait une grande Amstel Gold Race. Et Roman Kreuziger, moi je me dis, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un coureur qui est un peu fini quoi, en tant que leader, et le problème c'est qu'il doit avoir un gros salaire chez NTT. C'est un peu inquiétant pour lui, et je ne sais pas s'il est dans sa dernière année de contrat chez la NTT, mais bon, si c'est le cas, ça va être compliqué parce que là, les résultats depuis 1 an et demi sont pas bons du tout par rapport à ce qu'il était capable de faire avant. Quand même un coureur qui a fait des top 10 sur le Tour de France, Roman Kreuziger. Mais c'est vrai que la carrière de Roman Kreuziger, là je parlais de Richie Porte, mais ça serait quand même une grande déception, je pense, si elle devait se finir cette année, parce que c'est quand même un coureur qui a fait maillot blanc sur plusieurs grands tours, qui était très performant jeune et qui a eu une régression, je trouve, assez vite quand il a eu 24-25 ans. Ensuite, il est devenu équipier de Contador, mais je suis pas sûr que ça a été une bonne chose pour lui. Et puis, ensuite, on l'a cantonné à un rôle d'équipier. Il a retrouvé un petit rôle de leader. Bon, déjà, quand il avait remporté l'Amstel, mais ça, c'était plutôt en première partie de carrière. Mais quand il avait remporté quand il avait fait des bons résultats sur les Ardennaises, puis même sur des courses d'une semaine. Mais aujourd'hui, par rapport aux résultats qu'il faisait chez les jeunes et même dans ses premières années professionnelles, c'est un peu comme Thomas de Rent, mais encore pire. Quand j'avais dit ma vidéo sur Thomas de Rent, la vidéo de l'étape numéro 7, où j'avais dit un mec qui a fait 3ème du Giro, qui n'a fait un peu que ça, par rapport au potentiel qu'on voyait en lui, c'est un peu décevant. Chez Roman Kreuziger, c'est ça, mais fois 10 000, je considère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu
nous, on se retrouve bah, pour du cyclisme. Pas tout de suite, tout de suite. On va pas se mentir. Hein, je pense pas avant le mois de juillet. Sinon, on va quand même parler encore. Il y aura un peu de moins sport sur la chaîne. Et encore, on va parler du coronavirus et du sport. Mais il y aura quand même des choses sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Il y a des idées qui sont en cours. Il y aura des vidéos sur le live certainement. Il y aura des vidéos sur les médias. Il y aura plus de médialistes. Il y aura les émulatests. Et puis plein d'autres choses encore de prévues sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.